Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Nous sommes heureux de reprendre donc le cycle de nos conseils de ministres après cette interruption, comme vous le savez, due à l'organisation des élections. Donc nous reprenons le cycle des conseils de ministres. Ainsi, ce mercredi 12 novembre 2025, un conseil des ministres est tenu de 11h à 13h30 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations du conseil de ce jour ont porté sur 17 points, comprenant 12 mesures générales, dont un projet de loi et 11 projets de décret, 3 mesures individuelles, essentiellement des nominations d'ambassadeurs, mesures individuelles émanant donc du ministère des Affaires étrangères, 2 communications et des points de divers. Je voudrais aborder avec vous les différents points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Comme je vous l'ai indiqué, le Conseil a adopté un projet de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord relatif au service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 13 octobre 2017 à Abidjan. Conformément à la procédure constitutionnelle prévue en matière de conventions internationales impactant directement la législation interne, ce projet de loi appelle l'autorisation du Parlement pour la ratification de l'accord relatif au service aérien entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République fédérative du Brésil. Dans le cadre de ces mesures générales, je vous ai annoncé 11 projets de décret qui ont été adoptés. Comme vous le savez, notre pays aspire à être un hub énergétique et nous nous sommes résolument engagés dans le mix énergétique de façon à diversifier donc, nos sources de production d'énergie électrique avec notamment les énergies renouvelables. Ainsi, au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier portant approbation de l'avenant numéro 1 de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 50 MW à Bondoukou, dans la région du Gontougo, en Côte d'Ivoire, dite Convention AMEA Power. Le deuxième décret porte sur l'approbation de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 58,6 MW à Touba, dans la région du Bafing, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Scaling Solar Touba. Le troisième décret est relatif, quant à lui, à l'approbation de concessions pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 52 MW à Tongon, dans la région du Poro, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Tongon solaire. Et enfin, le quatrième décret adopté par le Conseil porte approbation de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et la maintenance d'une centrale solaire de 49,7 MW
à Laboa, dans la région du Bafing, en Côte d'Ivoire, dénommée Convention Scaling Solar Laboa. Ces différentes conventions ont été conclues dans le cadre de la politique de promotion de la participation des opérateurs privés au développement du secteur de l'électricité à travers des projets de production indépendante d'énergie électrique en vue de faire face à la demande croissante d'énergie électrique. L'ensemble de ce dispositif de production électrique privée cumule une capacité installée de 210,3 MW crête répartis dans les régions donc, du Bafing, du Gontougo et du Poro. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, tous valables pour l'or, respectivement à la société Sika Mineral Resources SARL, en abrégé MER SARL, dans le département de Teini, Sika Mineral Resources SARL, en abrégé SMR SARL, dans le département donc, de Teini également, à la société Kerus Ressources SARL dans les départements de Dimbokro et de Mbato, et à la société, toujours Kerus Ressources SARL dans le département de Djekanou, cette fois-ci de Dimbokro et de Tumodi. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret est relatif à la ratification des protocoles portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, donc les articles 50A et 56, signé le 6 octobre 2026 à Montréal lors de la 39e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI. Ces amendements ont pour objectif de permettre l'élargissement du nombre d'États contractants et de garantir une représentation plus équitable de l'Afrique au sein des organes décisionnels de l'OACI. Cet accord, en forme simplifiée, ne nécessitant pas une autorisation préalable du Parlement, conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur, est ratifié par voie directe du présent décret. Le deuxième décret adopté porte ratification du traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Ce traité porte sur un projet autoroutier long de 3164 km avec 600 km de connexion maritime reliant 8 pays allant du Cap-Vert à la Côte d'Ivoire en passant par le Sénégal. Il a pour objet de faciliter la circulation le long du corridor et de stimuler le développement économique dans les États signataires, tout en garantissant la durabilité environnementale. Suite à l'autorisation du Parlement, marquée par la loi du 25 juin 2025, ce décret ratifie le traité relatif à la création du corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan. Le troisième décret, adopté par le Conseil, est un décret ratifiant l'accord international de 2022 sur le café, adopté le 9 juin 2022 à Londres, au Royaume-Uni. Cet accord international, le 8e du genre, adopté depuis la création de l'Organisation internationale du café, a pour objet de renforcer le secteur mondial du café et de favoriser son développement durable sur les plans économique, social et environnemental. Suite à l'autorisation du Parlement marquée par la loi du 11 juin 2025, ce décret ratifie l'accord international de 2022 sur le café. Je voudrais à présent aborder avec vous les 3 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil.
Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Diabaté Aziz Abdallah, ambassadeur, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République tchèque, avec résidence à Berlin, en Allemagne. Vous l'avez compris, il s'agit donc d'une extension de compétences. En outre, le Conseil a également donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de Mme Kadja Alfort, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Finlande près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal. Là aussi, vous l'avez compris, il s'agit d'une extension donc de compétences. Il s'agit enfin du brigadier général Alassane Abou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Ces mesures individuelles ayant été annoncées, je voudrais à présent aborder avec vous les 2 communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la négociation de contrats pétroliers avec la société Murphy Côte d'Ivoire sur le bloc CI 807. Le bloc CI 807, d'une superficie d'environ 364 km², est situé dans la marge est du bassin sédimentaire national. La société Murphy Côte d'Ivoire, filiale de la société américaine Murphy Oil Corporation, déjà présente dans notre pays sur plusieurs blocs pétroliers, a manifesté un grand intérêt pour le bloc CI 807. Aussi, le Conseil a-t-il donné son accord pour que soient engagées des négociations portant sur des contrats pétroliers avec l'opérateur. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative à la formalisation de relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Commonwealth du Belize. Le Conseil a donné son agrément à la requête du gouvernement du Belize portant sur l'établissement de relations diplomatiques entre nos 2 pays. Ainsi, la circonscription diplomatique de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis mexicains sera élargie au Commonwealth du Belize en vue d'étendre la carte diplomatique nationale en Amérique centrale et dans les Caraïbes. À présent, mesdames et messieurs, je voudrais aborder avec vous donc les points de divers. Le Conseil a été informé de la célébration de la Journée nationale de la paix à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville, ce 15 novembre 2025. Et enfin, en raison d'un calendrier de réunions internationales chargé, la date du prochain Conseil a été fixée au 3 décembre 2025. Ces points mettent un terme aux différents points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Je me tiens à présent à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement, de compréhension des décisions qui ont été arrêtées au cours du Conseil et éventuellement dans une seconde partie aux questions d'actualité s'il y en avait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je m'appelle Kamaluddin Taba, de l'agence de presse Bloomberg. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur un peu les investissements que propose de faire l'entreprise américaine, la succursale de l'entreprise américaine sur
le secteur pétrolier que vous avez annoncé. Est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur les financements possibles qu'ils veulent faire? À ce stade, je ne peux pas vous donner d'informations sur le financement possible puisqu'il s'agit de recherche. Okay. Vous savez très bien comment ça se passe dans le secteur pétrolier. C'est l'entreprise qui a le permis d'exploration qui fait ces explorations. Et puis, une fois qu'elle a découvert ce que nous souhaitons, évidemment, là, une autre discussion est engagée pour pouvoir exploiter le gisement qui a été découvert. Donc, à ce stade, je n'ai pas encore d'évaluation sur tout ce qui sera investi. Certainement qu'au journal officiel, le décret va donner plus de précisions une fois qu'il aura été publié. Mais pour l'heure, sachez que nous avons donné un agrément à la société Murphy Oil Corporation qui a ouvert une filiale en Côte d'Ivoire, Murphy Côte d'Ivoire, pour faire cette recherche sur ce bloc CI 807. Donc, si nous n'avons plus de questions sur le Conseil, je suis prêt à prendre des questions d'actualité s'il y en avait. Bonjour, Monsieur le Ministre. Andrea Simian, journaliste à Live TV. Le PPACI, à l'issue de son comité central du 6 novembre dernier, a appelé le gouvernement à libérer ses cadres ainsi que toutes les personnes interpellées lors des manifestations contre le nouveau mandat du président Alassane Ouattara. Quelle est la position du gouvernement sur cette demande? Et est-ce que le gouvernement envisage une mesure d'apaisement ou de dialogue politique en réponse à cet appel? Merci. Merci bien. Vous savez très bien que toutes ces personnes sont dans les mains de la justice, sauf à rappeler au PPACI que nous sommes inscrits dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Nous ne voyons pas comment est-ce que le gouvernement pourrait interférer dans des procédures judiciaires qui sont engagées. Donc la justice fera son travail. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Yapi Koulibaly, journaliste émérite, 19 ans de métier, en service au quotidien Le Jour Plus. Monsieur le porte-parole du gouvernement, vous répétez souvent avec sérénité que le gouvernement ne s'immisce pas dans les affaires de justice. Or, plusieurs de vos compatriotes y voient moins une neutralité républicaine qu'une élégante esquive politique. Car dès la deuxième année de la faculté de droit, vous le savez sans doute, il a enseigné que le procureur de la République, seul habilité à déclencher l'action publique, demeure placé sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, donc du gouvernement lui-même. Dès lors, affirmer que l'exécutif ne se mêle point de la justice revient, pardonnez-moi l'image, à dire « je ne mange pas de porc, mais j'en bois la sauce ». Monsieur le ministre, dans le contexte actuel, où plusieurs procureurs poursuivent des figures politiques majeures ou leurs lieutenants, le candidat du FPI, Dafi, à Bongouanou, pour ne citer que lui, comment expliquez-vous cette curieuse coïncidence entre le calendrier judiciaire et le calendrier électoral? S'agit-il d'un hasard républicain ou d'une main invisible que la séparation des pouvoirs rendrait étrangement prévisible? Je vous remercie. La séparation des pouvoirs est une réalité dans notre pays. Je l'ai rappelé ici, le chef de l'État a par exemple renoncé à une disposition constitutionnelle qui existait jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir, qui voulait que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Au nom de cette séparation du pouvoir, pour éviter ce mélange de genres entre l'exécutif et les judiciaires, le chef de l'État a renoncé à cela et aujourd'hui, c'est un magistrat qui occupe donc la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce qui est de l'initiative de la poursuite, oui, elle émane du procureur. Mais une fois que les poursuites sont engagées, une fois que les poursuites sont engagées, le processus est purement judiciaire. Maintenant, pour ce qui est de l'initiative de la poursuite, effectivement, en tenant compte de certaines réalités, donc les questions de troubles à l'ordre social, etc., le procureur peut décider de l'initiative
de la poursuite ou pas. Mais une fois que le processus est engagé, il est purement judiciaire, il n'y a pas de possibilité de l'exécutif de s'en mêler. Donc, je le répète, nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs est une réalité. Évidemment, dans le cadre des poursuites, dans le cadre de troubles à l'ordre public, il est de la responsabilité de l'État de garantir l'ordre et la sécurité pour tous les citoyens. À partir de ce moment, oui, le ministère de la Justice peut initier donc des poursuites via le procureur pour tout ce qui trouble l'ordre public. Excellence, permettez que je puisse de retour. Sur l'actualité, la Côte d'Ivoire, selon nos informations, est en train de soutenir le Mali à pouvoir se doter en carburant. Est-ce que vous pouvez plus nous donner assez d'informations là-dessus, parce que les autorités maliennes ne communiquent pas assez là-dessus? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut nous donner assez d'informations? Comment est-ce que le pays est en train d'aider la Côte d'Ivoire à sauter le verrou imposé par les terroristes et à se procurer un carburant, s'il y a des informations possibles? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, vous devez savoir que nous sommes dans un pays libéral. Et pour ce qui concerne donc le transport de carburant, c'est des activités purement libérales, économiques, privées. Il n'y a aucune décision de la Côte d'Ivoire d'empêcher que le commerce qui a toujours existé entre nos deux pays se poursuive. Et c'est ce qui se poursuit. Donc il n'y a pas d'initiative particulière, c'est des relations commerciales qui existent donc, entre certains opérateurs et la Côte d'Ivoire. Et donc il faut voir cela uniquement dans le cadre commercial. Merci. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, Charles Blé Goudé a annoncé la participation de son COJEP aux législatives du 27 décembre prochain. Mais son parti n'a toujours pas de récépissé, contrairement au PPACI de Laurent Gbagbo, au MGC et de Simone Gbagbo et ADCI de Assalé Timoko, qui ont, eux, l'ont obtenu seulement quelques mois après leur création. Il faut noter que Charles Blé Goudé, depuis son retour au pays, s'est inscrit dans une logique de paix. Il a parcouru le pays pour demander pardon aux victimes et récemment, il n'a pas appelé à descendre dans les rues pour défier les autorités. Il a même appelé le président Alassane Ouattara pour le féliciter. Alors, à tel point aujourd'hui qu'il est perçu comme un traître dans l'opposition. Au regard de cet engagement et de ces initiatives, le gouvernement envisage-t-il de faciliter l'obtention du récépissé pour son parti, le COJEP, afin que ces cadres puissent participer aux élections législatives sous la bannière de leur formation politique? Ma première question. Deuxième question, Monsieur le ministre, 4 mineurs dont l'âge varie entre 11 et 14 ans ont été arrêtés lors de manifestations orchestrées par le Front commun, sont incarcérés à la prison civile d'Abbeville depuis 3 semaines, malgré les multiples appels en faveur de leur libération afin qu'ils puissent retourner à l'école. La situation demeure inchangée. Le gouvernement est-il informé ou a-t-il été saisi de cette affaire? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Pour votre première question, ne me demandez pas de faire le travail du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de question de facilité ou de pas facilité. Il y a des conditions à remplir pour pouvoir donc exister en tant que parti politique. Donc, si ces conditions sont remplies, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le récépissé. Et cela se passe au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, je ne ferai pas plus de commentaires sur cette première question. Pour la deuxième question, ces mineurs se sont certainement retrouvés dans cet environnement carcéral parce qu'ils ont été impliqués d'une façon ou d'une autre, donc dans les violences et les manifestations qui ont eu cours. Ce n'est pas parce que vous êtes mineur que vous devez bénéficier d'un passe-droit pour violer les lois de votre pays. Donc ils subiront la rigueur de la loi comme tous les autres. Bonjour Monsieur le ministre, Balogun Adama du Baromètre. Alors, une nouvelle fois, la présidentielle en Côte d'Ivoire a été marquée par des troubles, des morts et une psychose au sein des populations. On a dénoté de nombreuses arrestations. Et aujourd'hui, plusieurs figures politiques comme religieuses appellent à un dialogue national.
Est-ce que c'est une démarche qui est envisagée au sein du gouvernement pour ce mandat? Merci. Alors, je vais le répéter une fois de plus. Toutes les personnes qui ont été arrêtées sont dans des procédures judiciaires. Certaines ont été condamnées, jugées et condamnées. D'autres sont encore en instruction. Toujours est-il que le processus judiciaire est engagé. J'entends bien ces appels au dialogue, mais c'est avant qu'il fallait les lancer. À plusieurs reprises ici, à ce pupitre, nous avons rappelé que force allait rester à la loi. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Cette pratique qui veut que nous violions les textes du pays et qu'après on fait appel à une armada de religieux, de chefs traditionnels pour venir demander pardon alors qu'on a été à la base de la mort de nombreux citoyens, de nombreux blessés et de nombreuses destructions de biens privés et publics. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir arrêter et que tous ceux qui commettent ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Déjà, rien que ça. Maintenant, nous avons la loi qui donne certaines prérogatives au chef de l'État. Il est déjà arrivé qu'il y ait des grâces, mais elles ne se sont jamais substituées au travail de la justice. Donc tous ceux qui ont enfreint les lois du pays vont subir la rigueur de la loi. Je pense que tous ceux qui appellent aujourd'hui au pardon auraient dû le faire avant. Nous avons eu pratiquement une dizaine de morts au cours de ces événements. C'est vrai que c'est bien moins que ce que nous avons eu en 2020 où c'était pratiquement un peu plus de 80 morts. Mais chaque mort est une mort de trop. Il faut qu'on apprenne à respecter la vie. Et on ne peut pas continuer à provoquer des morts et à venir demander pardon après. Il faut qu'à un moment, les gens assument leurs responsabilités. Et tous ceux qui ont appelé à manifester savent très bien qu'ils sont co-auteurs de tout ce qui s'est passé, aussi bien en termes de pertes en vie humaine, en termes de blessés, en termes de destruction de biens. Bien, je vous remercie pour votre participation à ce compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Je souhaite un bon appétit.